20 décembre. L'air est sec, presque coupant. Les couloirs d'hôtel avalent les conversations et recrachent des silences lourds. Dans cette veille de tournoi, il y a une phrase qui circule à voix basse, comme un secret que tout le monde connaît déjà. Une phrase que personne n'assume vraiment, mais que tous pensent très fort tant elle colle à la peau de cette équipe. Tout, sauf le Sénégal. Ce n'est pas une déclaration de supporter. Ce n'est même pas une peur panique. C'est plus froid que ça, plus rationnel, plus clinique. C'est le genre de phrase qu'on prononce quand on a regardé des sélections sur 90 minutes, sur plusieurs cycles, et qu'on a compris une chose dérangeante. Certaines équipes ne vous battent pas seulement au score. Elles vous battent dans l'espace. Elles vous battent dans l'oxygène. Elles vous battent dans le temps. Elles vous enferment dans un couloir et, quand vous cherchez la sortie, vous réalisez qu'il n'y avait jamais eu de porte. Alors la question centrale est là, inquiétante, presque gênante. Parce qu'elle oblige à regarder le Sénégal autrement qu'avec des noms et des highlights. Pourquoi, à la CAN, personne ne veut jouer le Sénégal? Même quand les autres sélections se sentent fortes, même quand elles ont des stars, même quand elles se disent « sur un match, tout est possible ». Ma thèse est simple, mais elle dérange les idées confortables. Le Sénégal ne fait pas peur parce qu'il a des joueurs connus. Il fait peur parce qu'il a construit un système de suffocation qui survit au scénario. Un collectif qui reste debout quand le match devient sale, un bloc capable de redevenir un mur après avoir été une vague, et une mentalité qui transforme la pression en carburant, jamais en fardeau. La perception populaire, on la connaît, ils sont physiques, ils courent, ils gagnent les duels, et puis ils ont Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Edouard Mendy. Donc forcément, la réalité tactique, elle, est beaucoup plus fine, plus moderne, presque cruelle. Le Sénégal est une équipe d'élite dans la gestion des distances, dans la manière d'éteindre les axes, dans l'art de vous attirer exactement là où vous ne vouliez pas aller, et surtout dans l'art de vous voler ce que vous croyez posséder, votre ballon, votre tempo et votre confiance. Parce que la peur la plus profonde en football n'est pas celle d'un joueur capable d'un geste, c'est celle d'une équipe capable de vous rendre inutile, de vous faire courir là où vous ne menacez personne, de vous obliger à jouer un match qui n'est plus le vôtre. Depuis plusieurs cycles, le Sénégal a installé cette sensation d'inévitabilité, comme un étau qui se resserre sans bruit. Et ce qui impressionne, c'est que cet étau ne dépend pas d'un seul visage. Un gardien comme Mendy, c'est un point fixe, un phare dans la tempête. Mais ce n'est pas lui qui fabrique la tempête. Koulibaly, cette charpente centrale, ce sont des piliers. Mais le vrai bâtiment, c'est l'espace entre eux, devant eux, derrière eux, occupé avec une discipline qui n'a rien d'instinctif. Tout est travaillé, tout est répété. Et quand c'est appris, ça résiste au stress. Regardez la relance sénégalaise, vous voyez rarement une équipe qui s'en remet au duel et à l'improvisation. Vous voyez une équipe qui sait étirer un bloc puis le traverser, qui sait vous attirer sur un côté pour vous transpercer dans l'axe, qui sait aussi, quand il le faut, sauter complètement la zone médiane avec un jeu long assumé, pas comme un aveu de faiblesse, comme une arme de déstabilisation. Le Sénégal n'a pas un style unique, il a une colonne vertébrale, et autour de cette colonne, il change de peau. Et c'est précisément ça qui terrorise un staff. Préparer une équipe qui a des principes, mais pas une seule solution. Une équipe capable de jouer dans votre dos si vous pressez, de vous aspirer si vous reculez, de vous punir sur phase arrêtée si vous survivez au reste. Le piège commence toujours par quelque chose qui paraît anodin, la maîtrise des distances. Le Sénégal défend rarement en panique. Il défend en contrôle. On parle souvent du pressing comme d'une question d'intensité, courir plus, courir mieux. Mais le pressing sénégalais, quand il est bien réglé, c'est d'abord une question d'angle. On vous laisse une passe, mais c'est une passe empoisonnée. On vous laisse sortir sur le côté, mais c'est un couloir qui se ferme. On vous laisse regarder l'axe, mais l'axe est un mur. Et au moment où vous pensez enfin respirer, vous réalisez que l'air était derrière vous. Et que derrière vous, il y a déjà quelqu'un, une ombre, un deuxième rideau. C'est là que le Sénégal devient une équipe de tournoi. Pas seulement une équipe qui fatigue physiquement. Une équipe qui fatigue mentalement. Parce que courir, beaucoup d'équipes courent. Souffrir, beaucoup d'équipes souffrent. Mais le Sénégal vous fait douter de vos propres automatismes, de votre première intention. Il vous fait hésiter. Et l'hésitation en Afrique, c'est un carton jaune invisible qui finit souvent en but. Dans l'imaginaire collectif, le Sénégal, c'est la puissance. Mais la puissance la plus dangereuse, c'est celle qui se cache derrière une technique propre. Quand vous avez des joueurs capables de jouer sous pression, de se retourner dans des espaces comprimés, de trouver le troisième homme, vous n'êtes plus seulement une équipe forte. Vous devenez une équipe qui transforme le pressing adverse en opportunité. Voilà le dilemme. Presser le Sénégal, c'est accepter que votre première ligne puisse être effacée en 2 passes. Ne pas le presser, c'est lui offrir le temps de poser son tempo,
de fixer, d'user votre bloc comme on use une serrure lentement, jusqu'à ce qu'elle cède. Quoi que vous choisissiez, vous payez. Dans la suite, on va entrer encore plus loin dans cette mécanique de suffocation. On va parler des profils offensifs, des transitions, de cette capacité rare à contrôler tous les types de chaos. Et surtout, de la raison pour laquelle, en phase à élimination directe, tomber sur le Sénégal ressemble moins à un match qu'à une épreuve de survie. Alors passons à ce qui fait vraiment basculer un match quand le Sénégal est sur le terrain. Parce qu'au-delà du bloc, au-delà des distances, il y a une mécanique plus sournoise encore, la manière dont cette équipe transforme chaque déséquilibre en opportunité immédiate. Prenons les profils offensifs, non pas comme une addition de talent, mais comme une architecture. Le Sénégal ne cherche pas à multiplier les touches spectaculaires, il cherche à créer des situations instables. Et pour ça, il s'appuie sur des joueurs capables de voyager avec le ballon, mais surtout de voyager sans le ballon. Un joueur comme Iliman Ndiaye, par exemple, est typiquement celui qui trompe l'adversaire. Il peut toucher la balle loin de la zone dangereuse, presque inoffensif en apparence, puis surgir là où ça fait mal. Parce qu'il comprend l'intervalle, parce qu'il sait provoquer une faute, gagner du terrain, offrir de l'air à son équipe. Et dans un match de tournoi, gagner de l'air, c'est gagner du temps mental. Sur le côté, la menace permanente d'un ailier oblige toujours un latéral adverse à reculer d'1 ou 2 mètres. Et ces 2 mètres, c'est un cadeau. Un cadeau pour le milieu sénégalais qui peut alors se retourner, lever la tête, choisir. Le Sénégal joue beaucoup sur ces micro-recadrages adverses. Il ne force pas. Il suggère. Il attend que l'autre équipe se protège. Et c'est là qu'il l'use. Devant, un profil comme Nicolas Jackson adore les matchs imparfaits. Les matchs où les lignes montent et descendent. Les matchs où la transition devient un territoire flou. C'est exactement ce flou que le Sénégal cherche à créer. Parce que quand tout le monde se réorganise, quand les distances sont approximatives, eux savent déjà où attaquer. Et puis il y a Mané. Il faut en parler sans nostalgie facile, sans roman héroïque. Mané n'est plus seulement un finisseur de séquence. Il est devenu un repère émotionnel. Un repère de course. Même quand il n'est pas au sommet de sa vitesse, sa simple présence modifie les décisions adverses. Parce qu'une réputation dans une CAN, c'est une seconde de moins pour un latéral, une seconde de moins pour un central, une seconde de moins pour un milieu qui veut se retourner. Mais c'est là que le Sénégal est le plus dangereux. Il ne dépend pas de Mané. Il peut jouer avec lui, sans lui, autour de lui, le fixer, le libérer, ou l'utiliser comme aimant pendant que d'autres attaquent les espaces. Et cette capacité à redistribuer les rôles sans perdre l'équilibre est une richesse rare en tournoi. Dans une CAN, l'arme la plus précieuse n'est pas le 11 de départ, c'est ce que vous sortez à la 65 minutes quand le match commence à étouffer tout le monde. Quand les crampes apparaissent, quand la lucidité se dissout, quand l'espace devient un désert. Le Sénégal, à ce moment-là, a encore des jambes, encore des profils, encore des permutations possibles, et surtout, encore des joueurs habitués aux exigences du très haut niveau. Rythme, répétition des efforts, concentration sous pression. C'est une richesse invisible à l'écran, mais très visible dans le regard de l'adversaire. Eux peuvent encore accélérer. Tactiquement, il y a un point où le Sénégal fait la différence de manière presque brutale, la défense de transition. Les tournois se gagnent là, parce que c'est là que les matchs se cassent. Une équipe qui attaque bien mais qui se désorganise à la perte est une équipe fragile, et la CAN adore les équipes fragiles. Le Sénégal attaque toujours avec une idée claire de ce qu'il laisse derrière. Un équilibre, 1 ou 2 joueurs prêts à couper la contre-attaque, une ligne qui ne se jette pas tous en même temps, une capacité à faire faute quand il faut, mais surtout un contre-pressing intelligent. Pas une course suicidaire, une prise d'espace immédiate. Et encore une fois, c'est un étau. Vous récupérez la balle, vous pensez enfin sortir, et en une seconde, vous êtes déjà repris, déjà enfermé, déjà obligé de jouer long. Et jouer long, contre le Sénégal, c'est souvent rendre la balle, donc recommencer à défendre, donc replonger dans la cage. Cette cage a 2 portes, et les 2 sont des pièges. Première porte, vous essayez de relancer court, vous êtes attiré sur un côté, enfermé, pressé, vous perdez, et le Sénégal frappe avant même que votre bloc ne se reforme. Deuxième porte, vous jouez direct. Et là, vous découvrez que le Sénégal adore les duels aériens quand ils sont organisés, adore les secondes balles quand elles sont anticipées, adore ces moments où un milieu surgit, contrôle et relance immédiatement. C'est pour ça qu'on dit que personne ne veut les jouer. Parce qu'ils contrôlent les 2 formes de chaos. Le chaos de la relance sous pression et le chaos du ballon long mal sécurisé.
Si vous êtes une équipe qui vit du désordre, de la transition, de l'imprévisible, le Sénégal est l'une des pires affiches possibles, parce qu'il transforme votre force en terrain neutre. Vous voulez un match ouvert? Il le referme. Vous voulez un match fermé? Il sait créer l'ouverture. Vous voulez des duels? Il en gagne assez pour ne pas souffrir. Vous voulez du jeu? Il vous coupe l'axe et vous laisse le périphérique. Et le périphérique, c'est l'endroit où les équipes se fatiguent sans marquer. Parlons d'une idée reçue tenace. Le Sénégal serait avant tout un monstre physique. Oui, c'est une équipe solide. Oui, elle impose une intensité. Mais réduire le Sénégal à ça, c'est passer à côté de l'essentiel. Sa propreté technique sous pression, une équipe uniquement physique s'énerve quand elle est pressée. Elle s'allonge sans choix. Elle se précipite. Le Sénégal, lui, respire. Il trouve un appui, puis un deuxième, puis il renverse. Il sait jouer dans la densité sans perdre la tête. Et ce calme est une arme psychologique. Parce qu'il envoie un message terrible à l'adversaire. Ton plan ne nous fait rien. Le football de tournoi n'est pas seulement une bataille de jambes. C'est une bataille d'information. Qui lit le jeu avant qu'il n'arrive? Qui reconnaît le piège avant d'y entrer? Qui comprend l'angle de passe avant la passe? Le Sénégal est devenu une équipe qui lit vite. Et quand une équipe lit vite, l'autre court pour combler son retard. Et courir pour rattraper un retard de lecture, c'est s'épuiser. Le Sénégal maîtrise aussi les micro-rythmes. Il sait casser le tempo, faire croire qu'il gère, puis frapper, faire croire qu'il recule, puis piéger. Les latéraux montent ou restent selon la séquence. Un seul se projette pendant que l'autre sécurise. Un ailier rentre pour libérer le couloir. Ce sont des détails, mais ce sont les détails qui créent des supériorités. Et en CAN, une supériorité, ce n'est pas toujours du beau jeu. C'est une seconde. Un mètre, un angle. Tenir contre le Sénégal donne souvent une illusion de contrôle, parce qu'il accepte très bien de ne pas avoir le ballon tant qu'il contrôle les zones, l'axe, la surface, la zone de finition. Il vous laisse tourner au large. Et tourner au large, c'est comme parler dans un couloir vide. Vous entendez votre propre voix, vous croyez avancer, mais vous revenez toujours au même endroit. Dans la suite, on va parler de ce que beaucoup sous-estiment encore, le leadership, la gestion émotionnelle, les pièges mentaux de la CAN. Et surtout, ce que le Sénégal risque aussi en étant l'équipe que tout le monde veut éviter. Parce que porter ce costume-là, c'est une pression à part entière. Maintenant, on va regarder ce que beaucoup sous-estiment toujours dans l'équation d'un tournoi. Le leadership, la gestion émotionnelle, et cette capacité rare à ne pas se dissoudre quand le décor change brutalement. Parce que la CAN n'est pas seulement une compétition de football, c'est un laboratoire de pièges mentaux. Un carton tombe, une décision arbitrale fait basculer l'atmosphère. Une pelouse ralentit le jeu. Un but sur coup de pied arrêté inverse la gravité du match. Et soudain, ce qui semblait maîtrisé devient instable. Ce qui impressionne le plus chez le Sénégal aujourd'hui, c'est précisément sa capacité à ne pas perdre sa boussole quand la gravité change. Cette équipe a une mémoire collective du tournoi. Elle sait ce que c'est que d'être favorite. Elle sait ce que c'est que d'être attendue. Elle sait ce que c'est que de devoir gagner sans panique. Et surtout, elle sait ce que c'est que de survivre à un mauvais moment sans se raconter d'histoire. La transition sur le banc n'a pas été pensée comme une rupture de slogan, mais comme une continuité de mécanismes. Avec Pape Thiaw, l'idée n'est pas de révolutionner l'identité, mais de rendre le Sénégal encore plus solide dans les zones où, historiquement, même les grandes équipes africaines doutent, face au bloc bas, face aux matchs verrouillés, face aux rencontres où la pression n'est pas de briller, mais de ne pas tomber dans le piège émotionnel. Et la CAN adore ces pièges. Elle vous pousse à accélérer quand il faut ralentir. Elle vous pousse à forcer quand il faut attendre. Le Sénégal, lui, accepte que la beauté ne soit pas obligatoire. Ce qui compte, c'est la maîtrise. Et cette maîtrise se voit dans un détail fondamental, l'équipe ne se trahit presque jamais. Même quand elle souffre organisée. Même quand elle recule, elle protège l'axe. Même quand elle allonge, elle le fait avec des cibles, des courses, une idée derrière. Ce n'est pas un football parfait. Ce n'est pas une promesse de spectacle permanent. Mais en tournoi, c'est mieux que ça. C'est un football fiable. Et la fiabilité est ce que les autres équipes redoutent le plus. Parce que la fiabilité tue l'espoir. On peut toujours espérer battre une équipe brillante mais irrégulière. On espère beaucoup moins battre une équipe qui n'offre presque rien. Or, dans ses meilleurs soirs, le Sénégal n'offre presque rien. Il y a aussi un aspect trop rarement mis en avant, la culture du duel utile. Le Sénégal ne cherche pas le duel pour le duel. Il cherche le duel qui casse la séquence adverse. Celui qui empêche de se retourner. Celui qui force une passe arrière. Celui qui déséquilibre le corps au moment du contrôle.
Le football est une chaîne. Casser le bon maillon suffit à faire tomber le reste. Et le Sénégal est extrêmement fort pour identifier le maillon à casser. Ajoutez à ça les phases arrêtées. Zone silencieuse, zone meurtrière en tournoi. Quand vous avez des profils aériens, une qualité de frappe, une organisation au second ballon et surtout une conviction collective, vous possédez une arme qui ne demande pas 50 combinaisons. Un écran, un appel, une zone attaquée et un ballon qui peut suffire à décider d'un match. Mais attention, être l'équipe que tout le monde veut éviter, c'est aussi porter un masque lourd. Chaque adversaire se dit, si on les sort, on marque le tournoi. Et cette accumulation d'ambition crée une pression permanente. Le Sénégal doit donc mener une double bataille, gagner les matchs et contrôler le récit autour de lui. Car le récit, en CAN, est un poison. On vous répète que vous êtes favori, on vous répète que vous êtes au-dessus, et puis un match se verrouille, un poteau, un arrêt, et le doute tente de s'infiltrer. La force du Sénégal, c'est d'avoir déjà vécu ce théâtre, et d'avoir appris que, dans ce contexte, la patience est une arme, pas une faiblesse. Une idée reçue persiste, la CAN se gagnerait au talent ou à l'expérience individuelle. En réalité, elle se gagne souvent à la capacité de ne pas abandonner son identité au premier coup dur. Beaucoup d'équipes arrivent avec un plan clair, puis, sous pression, deviennent un mélange de peur et d'urgence. Le Sénégal, lui, reste une équipe de décision, pas de réaction. Et c'est là qu'on comprend pourquoi l'étiquette d'épouvantail n'est pas une exagération médiatique, mais une conclusion de terrain. Quand le Sénégal joue, l'adversaire ne se demande pas seulement comment marquer, il se demande comment respirer. Et une équipe qui pense à respirer joue déjà sur la défensive, même avec le ballon. Faire tomber le Sénégal, ce n'est pas seulement marquer un but. Un but, parfois, ne change rien. Faire tomber le Sénégal, c'est lui enlever son calme, le forcer à perdre sa lecture, le contraindre à sortir de ses principes. Et très peu de sélections africaines, sur une CAN, réunissent les trois conditions pour y parvenir. Propreté technique, discipline tactique et force mentale. Voilà pourquoi tomber sur le Sénégal en phase à élimination directe ressemble moins à un match qu'à une épreuve. Une épreuve de patience, de lucidité et de cohérence. Rappel essentiel, le football reste imprévisible. Pas de haine, pas de certitudes absolues, respecte du fair play, des adversaires et des contextes. Une analyse est claire, elle ne garantit jamais un résultat. Si cette lecture t'a aidé à comprendre pourquoi le Sénégal est redouté bien au-delà des noms, pense à t'abonner, à laisser un like et à partager ton point de vue en commentaire. Et dans la prochaine analyse, on ira voir ce qui pourrait réellement mettre ce système en difficulté parce qu'aucun monstre n'est invincible. Alors continuons, parce qu'il reste une couche encore plus subtile à explorer, celle que les staffs murmurent entre eux, loin des micros, celle qui ne s'écrit pas dans les statistiques mais qui décide souvent du sort d'un quart ou d'une demi-finale. Quand un adversaire affronte le Sénégal, il n'affronte pas seulement une équipe, il affronte un processus. Et ce processus commence bien avant le coup d'envoi. Dès la préparation, le doute s'installe. Est-ce qu'on presse vraiment? Est-ce qu'on accepte de subir? Est-ce qu'on modifie notre identité juste pour eux? Et c'est là le premier piège. Parce que la simple idée d'adapter son plan uniquement pour le Sénégal signifie déjà que le Sénégal vous a sorti de votre zone de confort. Beaucoup d'équipes perdent contre lui avant même d'entrer sur le terrain en renonçant à ce qu'elles savent faire le mieux. Pendant le match, ce doute devient une fatigue invisible. Vous défendez bien pendant 20 minutes, puis 40, puis 60, et rien ne se passe. Le score est toujours vierge. Mais le Sénégal, lui, n'est pas pressé. Il n'a pas besoin que le match s'ouvre. Il sait qu'un match de CAN finit presque toujours par s'ouvrir tout seul. Une erreur, un replacement tardif, une transition mal gérée, une phase arrêtée. C'est là que beaucoup d'équipes commettent l'erreur fatale, vouloir forcer le destin contre une équipe qui vit très bien sans lui courir après. Forcer, contre le Sénégal, c'est souvent offrir exactement ce qu'il attend. Il y a aussi une chose très difficile à accepter pour un adversaire. Le Sénégal peut gagner sans dominer visuellement. Il peut gagner sans multiplier les occasions franches. Il peut gagner sans donner l'impression d'écraser. Et psychologiquement, c'est dévastateur, parce que vous avez l'impression d'avoir tenu, d'avoir résisté. Et pourtant, vous êtes éliminé. Dans ces moments-là, on entend souvent « on a fait un bon match ». Mais face au Sénégal, faire un bon match ne suffit pas. Il faut faire un match parfait. Et la perfection, en tournoi, est presque impossible à maintenir pendant 90 minutes. C'est aussi pour ça que le Sénégal est une équipe qui voyage bien dans les compétitions courtes. Il ne dépend pas d'un momentum fragile. Il ne dépend pas d'un public acquis. Il dépend de principes clairs, reproductibles, résistants au bruit extérieur, même quand le public pousse contre lui.
même quand l'arbitrage devient plus permissif, même quand le match se transforme en combat d'usure. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème pour ses adversaires. Le Sénégal est à l'aise dans l'inconfort. Il sait jouer quand le ballon brûle. Il sait jouer quand le rythme se casse. Il sait jouer quand le football devient moins esthétique et plus brutal mentalement. Très peu d'équipes aiment ces matchs-là. Le Sénégal, lui, les accepte. Et parfois, il les provoque. Si on résume tout ça simplement, voilà pourquoi cette phrase revient encore et encore dans les couloirs avant une CAN, tout, sauf le Sénégal. Non pas parce qu'il est imbattable, mais parce qu'il vous oblige à être meilleur que vous ne l'êtes habituellement. Parce qu'il ne vous donne rien gratuitement, parce qu'il vous force à jouer juste, longtemps, sans erreur. Et en tournoi, demandez ça à une équipe pendant 90 minutes, parfois 120, sous chaleur, sous pression, sous attente nationale, c'est presque cruel. Dernier rappel, le football africain reste imprévisible, les favoris tombent, les outsiders brillent. Rien n'est écrit. Cette analyse n'est pas une prophétie, mais une lecture des mécanismes. Si tu veux continuer à décoder ce genre d'équipe, comprendre comment elles gagnent et comment elles peuvent tomber, abonne-toi, laisse un like et dis-moi en commentaire quelle sélection selon toi a vraiment les outils pour poser un problème tactique au Sénégal dans cette CAN.